Je suis Jordan et ici, nous vous embarquons pour des récits d'aventures inoubliables. Nous allons à la rencontre de ceux et celles qui ont gravé les sentiers les moins fréquentés. Nos invités, les aventuriers du quotidien, vous dévoilent leur périple extraordinaire. Bienvenue à Travel Talk. Bonjour et bienvenue dans Travel Talk, l'émission qui reçoit les âmes voyageuses. Aujourd'hui, nous avons justement le plaisir d'accueillir un invité d'exception, un spécialiste du secteur de l'aérien, Jérémy Tchangang, directeur des opérations de l'Agence française de voyage, agence pionnière du secteur de la billetterie au Cameroun et globetrotter aguerri. Bonjour Jérémy. Bonjour Jordan. Je suis content de te recevoir sur notre fauteuil jaune aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Bienvenue chez nous. Merci. Voilà. Merci Donc, pour cet accueil chaleureux. d'accord. Et c'est toujours un plaisir de parler d'un domaine tel que le voyage, qui est un domaine avec beaucoup d'enthousiasme et très dynamique. Ça va de soi. Voilà, je suis sûr que la discussion, l'échange sera très riche. On va apprendre pas mal de choses sur les bons plans de vol, les réservations, la gestion des réclamations. Mais avant, je vais te relaisser le soin de te présenter. Moi, je t'ai présenté vite fait brièvement qui est Jérémy Tchangang. Parfait. Donc, bonjour à Travel Talk, tous ceux qui nous écoutent. Donc, moi, je suis Jérémy Tchangang, je suis ingénieur informaticien de formation. J'ai travaillé en tant que consultant pour aider les entreprises à se transformer digitalement avant de reprendre les rênes de l'Agence française de voyage, qui est donc une entreprise familiale fondée il y a 20 ans par ma mère. Donc, je suis revenu depuis 2019 et depuis quelques années, je suis donc directeur des opérations de l'Agence française de voyage. Donc, de par mon travail et puis de par mes loisirs, j'ai été emmené effectivement, comme tu l'as si bien dit, à découvrir beaucoup l'Europe, donc la France, la Grèce, mais également l'Afrique, des pays comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun bien sûr, et l'Afrique du Sud. Voilà. C'est un riche CV voyage. Hein. Pas assez riche pour moi, mais on va continuer de l'écrire. Hein. D'accord. Ben, du coup, on va entrer dans le vif du sujet. Oui. Je vais te demander comment on s'installe comme agence de voyage au Cameroun. C'est-à-dire, tu as dit entreprise familiale il y a 20 ans. C'est quoi l'idée de la famille à un moment donné où peut-être beaucoup de personnes ne voyagent pas en avion? Qu'est-ce qui inspire un tel projet? Voilà. Alors, il faut savoir que 20 ans, ça semble long, mais c'est relativement court pour une agence de voyage par rapport au domaine de l'aéronautique qui existe depuis plus d'une centaine d'années. Comment on s'installe en tant qu'agence de voyage? Ça part d'un constat. Surtout au Cameroun, en Afrique, il est difficile de voyager parce que déjà, on ne maîtrise pas forcément tous les prérequis. Je vais aller dans un pays, il me faut quel visa, en fonction de quel passeport. J'ai un passeport de service, j'ai un passeport ordinaire. Je peux transiter par la France, je peux transiter par la Turquie. Est-ce que je peux sortir d'aéroport? Comment ça va se passer? Voilà, il y a beaucoup de questions qu'il faut répondre. Okay. Nous, le constat, c'est simple. Notre but, c'est d'accompagner les voyageurs, de les conseiller et finalement de les assister, de réagir quand il y a un souci, afin qu'ils puissent avoir la meilleure expérience de voyage possible. D'accord. Et aujourd'hui, justement, alors que les choses ont quand même évolué, contrairement, j'imagine, à il y a 20 ans, à 2005, où tout le monde n'avait pas peut-être accès à certains services de réservation et tout. Aujourd'hui, quel est selon toi l'avantage de passer par une agence de voyage comme AFV? Si je comprends bien, tu me demandes l'avantage de passer par nous plutôt que de passer par des sites web ou des par exemple, Voilà. Alors, quand vous passez par exemple directement par Air France, par exemple, ou Ethiopian Airlines, vous n'avez pas fait la pub d'un transporteur en particulier, vous êtes directement en contact avec la compagnie. Mais ça veut également dire que vous êtes seul avec la compagnie. Ok. Donc, quand il y a un souci, c'est vous et la compagnie. Si la compagnie ne vous répond pas ou si la compagnie est fermée le dimanche, les bureaux sont fermés, vous ne pouvez joindre personne. Si vous passez par une agence de voyage en ligne, vous êtes en contact avec un site web ou peut-être un call center. Ouais. Si le call center a un souci,
effectivement, vous n'avez pas d'assistance. Mhm. Nous, on se positionne comme facilitateur. C'est-à-dire que en passant par nous, on vous garantit d'avoir tout le temps un interlocuteur disponible, 24/7. Mhm. On vous accompagne. Je prends l'exemple des passagers camerounais qui vont, par exemple, aux États-Unis et qui n'auront pas, par exemple, le droit de passer par certaines destinations. Les passagers qui vont à Londres, par exemple, Ouais. ne peuvent pas prendre Air France, ils ont juste le visa britannique. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis Donc, parce que je connais quelqu'un qui partait aux États-Unis Oui, avec un visa américain, camerounais, mais qui a pris, je pense, Bruxelles d'abord. D'accord. Il n'a pas. il a eu On l'a pas marqué. Alors, il peut passer par Bruxelles, mais il ne peut pas faire 2 aéroports européens. Ouais. Quand on est face à un site web, c'est-à-dire on va chercher le meilleur prix et parfois on peut faire des erreurs qui sont très coûteuses. Ouais. Nous, on vous facilite ce travail-là. On compare toutes les compagnies et on vous assiste de bout en bout, c'est-à-dire avant le voyage, quelle compagnie je vais prendre, quelle est la moins chère et quel itinéraire je peux faire. Parce que si vous prenez un voyage avec l'agence française voyage, par exemple, on va vous dire, oui, ce transit-ci est autorisé, ah non, ce transit n'est pas autorisé. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous êtes sûr et certain de voyager. Ouais. On vérifie jusqu'à votre visa, par exemple. Ouais. Derrière, pendant le voyage, s'il y a un souci, exemple, j'arrive, j'ai une escale, mon vol initial a du retard, je n'arrive pas à avoir le second vol. Ah, il y a un souci, il faut qu'on te rebook sur le prochain vol. Vous nous écrivez parce qu'on est disponible et par téléphone et par WhatsApp, et nous, on va vous aider à être rebooké sur le prochain vol. Et même jusqu'après le voyage, on va vous conseiller pour savoir quels sont vos droits en tant que passager, quelles réclamations vous pouvez faire, parce qu'il faut savoir que sur certains voyages, on peut avoir jusqu'à 600, 800 € de dédommagement. Ouais. Parfois, ça vaut même plus que Ouais. le billet que les passagers ont acheté. Justement, j'ai reçu, je crois que je t'en parlais à Nof, une de tes collaboratrices qui m'a fait un mail pour un retard d'une compagnie, Voilà. dont je vais taire le nom, mais qui me rappelait que justement, on peut actionner la réclamation. C'est ça, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça les avantages d'une agence de voyage. D'accord. Maintenant, j'ai envie de te demander, pour parler un peu, on va entrer directement dans le volet Oui. bon plan, Oui. etc. Est-ce qu'il y a des périodes idéales pour booker des billets? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de mythes qu'on entend. Oui, il faut se connecter le mardi soir à 23h30 Ouais. et acheter le billet. Ou il faut se connecter 5 fois avant d'acheter le billet. Comme ça, l'algorithme va... Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est-à-dire que si vous allez sur les sites des compagnies, vous avez les offres en direct. Maintenant, c'est vrai que les compagnies peuvent jouer avec les stocks. Donc, j'ai envie de dire, une compagnie peut afficher un vol plein alors qu'il est vide pour faire monter les offres. Ouais. Et puis, s'il n'arrive pas à vendre, si la compagnie n'arrive pas à vendre, elle peut rouvrir. Ok. Voilà. Nous, on maîtrise assez bien ces mécanismes. Donc, j'ai envie de te dire, le bon plan pour avoir le meilleur billet possible, c'est de passer par l'agence française de voyage. Mais non, je vais partager vraiment les bons plans. Il n'y a pas de période idéale. Il faut savoir qu'il faut toujours s'y prendre à l'avance. Si vous pouvez, il faut réserver au moins 8 semaines à l'avance. Ok. Voilà, donc, là, par exemple, on est en janvier quand on tourne. Et ben, on peut commencer déjà à réserver l'été. Parce qu'on sait que c'est une forte période. C'est maintenant qu'on va avoir les meilleurs tarifs. Ok. Donc, pour économiser, il faut planifier. Deuxième point, il y a également des offres. Je pense actuellement à l'offre, par exemple, bon, je vais donner le nom parce que c'est l'offre actuelle de Air Côte d'Ivoire avec un billet acheté, le second qui est offert en hors taxe. Donc, le passager va payer le passager va juste payer les taxes. Ok. Et c'est une offre destinée pour la Saint-Valentin. Par exemple, Air Côte d'Ivoire qui a quand même un gros réseau jusqu'en Afrique du Sud. Ils vont à Johannesburg, ils vont ailleurs. Et donc, il y a certaines offres promotionnelles comme ça. Actuellement, Turkish Airlines qui a 3 bagages sur Paris. On peut essayer de rentabiliser ces bagages. Donc, d'une part, planifier. D'autre part, profiter des offres des compagnies aériennes. Et puis, comment on fait pour être au courant de ces offres? Comment on fait pour planifier au mieux? Comment on fait pour avoir le plus de conseils? Vous pouvez passer par un agent de voyage qualifié. Ah ouais, c'est ce que m'apprêtait justement à dire que d'ailleurs, je n'étais pas au courant de, par exemple, cette promotion sur d'Air Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que, parlant justement de ces bons plans, est-ce qu'il y a des erreurs que les voyageurs commettent au moment de réserver généralement? C'est vrai que tout à l'heure, tu as mentionné que tu peux commettre une erreur par rapport à tes transits. Si tu vas aux États-Unis, tu as droit à un seul arrêt en Europe, c'est ça?
Mais Exactement. plus généralement, est-ce qu'il y a des erreurs que les passagers Oui, commettent oui, souvent? oui. Ouais, c'est lesquelles? Il y a vraiment pas mal d'erreurs que les passagers vont faire. La première erreur, c'est de se presser. Mhm. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de voyager, je n'ai pas assez planifié, je suis en retard sur ma planification, je vais me presser de prendre le premier billet que je vais trouver parce que je pense que c'est la meilleure offre possible. Voilà. Donc, ça, c'est même un conseil de vie, hein. Oui. Tout ce qu'on fait sous la pression, tout ce qu'on fait lorsque l'on est trop pressé, souvent ça aboutit à des résultats qui sont moins bons que ce qu'on fait à tête reposée. La deuxième erreur, c'est vraiment simple, mais c'est réussir à bien orthographier son nom et son prénom. Quand on est face à un clavier, face à un téléphone, on est tellement rapide que parfois on se retrouve avec une erreur de nom-prénom et ça empêche l'embarquement. Pour aller en Europe, ça va. Je veux dire, je m'appelle Jérémy, si je mets le E de mon prénom, c'est pas grave. Pour aller aux États-Unis, si j'ai une erreur sur une lettre de mon nom, de mon prénom, je n'embarque pas. Le billet est perdu. Oui. Voilà. Ou il faut payer des frais pour corriger. Quand on peut corriger, parfois on ne peut plus corriger. Donc ça, c'est les deux premières erreurs. Après, il y a les erreurs de transit. On passe par des pays dans lesquels on n'a pas le droit de transiter. Et finalement, j'ai envie de dire, il y a l'erreur de faire confiance à n'importe qui, n'importe comment. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui vont se connecter sur Internet et qui vont faire confiance à des sites web qui ne sont pas connus du grand public. Parce qu'ils auront le meilleur tarif, ils vont parfois se retrouver avec des erreurs d'itinéraire, ils vont aller à l'aéroport, ils n'auront pas de billet parce que le site n'est pas sérieux, ou tout simplement, ils seront même arnaqués. Justement, est-ce qu'il y a un régulateur pour ça, ou peut-être un site qui peut répertorier les agences accréditées, si je peux dire, des sites web accrédités avant? Alors, il faut savoir que on va distinguer plusieurs acteurs dans le domaine. Lors de la bande navire, on va distinguer plusieurs acteurs. Tout d'abord, on a le transporteur, qui est une activité de transporter des passagers. Les compagnies que vous connaissez, hein, c'est-à-dire Air France, Bruxelles, Turkish, Ethiopian, on cite plusieurs, pour ne passer à la pub d'une en particulier. Et donc, on a le transporteur qui transporte. Ces mêmes transporteurs ont des activités d'agence de voyage. C'est-à-dire aujourd'hui, Air France en France n'a plus d'agence, mais Air France au Cameroun a une agence de voyage camerounaise. Vous allez à Air France à Bastos, vous allez à Bruxelles à Hippodrome. C'est toujours bien. Voilà. En fait, c'est des agences de voyage, mais qui vont seulement vendre le transporteur. Ok. Voilà. Donc, ces acteurs-là sont simples à être identifiés parce qu'ils sont complètement brandés. Voilà, quand vous allez dans une entreprise, vous savez que c'est la bonne entreprise. Après, maintenant, vous avez vraiment les agences de voyage en tant que telles, comme la nôtre, qu'on va distinguer en deux catégories. Des agences de voyage accréditées par IATA, qui est l'organisme principal d'accréditation des agences de voyage et même des compagnies aériennes. Et j'ai envie de dire les agences de voyage non accréditées, qui elles vont s'appuyer sur des agences de voyage accréditées. Donc déjà, je vais vous recommander d'aller vers un agent accrédité, parce que s'il est accrédité, ça veut dire qu'il a des garanties financières obligatoires, il est reconnu par les compagnies. Un agent de voyage non accrédité n'est pas reconnu par une compagnie. C'est un intermédiaire, voyez. Et comment reconnaître une agence de voyage accréditée? Il faut leur demander leur accréditation. Si vous en faites quelque part, vous pouvez demander. Vous êtes accrédité IATA? Oui. Normalement, c'est affiché en gros et ils peuvent vous sortir donc leur code d'accréditation. Quand vous êtes face à une agence accréditée, alors ça n'enlève pas tous les risques, hein, Ouais. parce que après il y a certains qui sont plus professionnels que d'autres, mais déjà ça va vous permettre d'avoir pas un meilleur service, mais de ne pas vous faire à mon avis, quoi. Alors, justement, tu parlais d'agences plus professionnelles que d'autres. Il arrive des fois, voilà, tu achètes ton billet, tu te retrouves, je me souviens, un cas où on a dû vous contacter pour dire, voilà, on a quelqu'un qui a pris un billet. Bon, je savais plus où il avait pris son billet. Il est bloqué à Casa. Il veut rater la correspondance, les bagages, c'est compliqué. Et du coup, ça me permet de soulever le problème de perte des bagages. C'est quoi concrètement ce qui se passe autour de la perte ou des retards des bagages? Alors, on va commencer par différencier deux concepts. La perte des bagages,
et le retard de bagages. Donc, un retard de bagages, ça arrive sur toutes les compagnies aériennes. Peut-être qu'il y en a qui vont... plus l'avion sera gros, moins il y aura de retard de bagages. Ok. Donc déjà, on peut se dire, voilà, les compagnies qui ont des gros porteurs qui arrivent au Cameroun auront tendance à moins avoir de retard de bagages. Parce qu'il y a plus d'espace dans la soupe de l'avion. La soupe de l'avion qui est comme un coffre. Donc j'ai envie de dire, si vous avez le dernier gros Toyota Land Cruiser et que vous devez porter les bagages de 5 personnes, ça va passer. Si vous avez la Starlet, ça va être difficile. Peut-être qu'il va falloir faire 2 tours. Voilà. Donc, les bagages retardés. Mais est-ce que c'est pas une erreur technique de l'agence ou de l'entreprise, du transporteur, dans la mesure où tout est dimensionné à la base? Non, c'est pas une erreur technique. Il faut savoir qu'un avion plein, c'est-à-dire un avion qui a rempli ses passagers, et si tous les passagers ont 2 bagages, on ne peut pas prendre les bagages de tout le monde. Mais 2 bagages de 23 kilos, c'est dimensionné, c'est ça là? Ce n'est pas dimensionné. Ok. Aujourd'hui, Air France, parce qu'on pense qu'Air France ne perd pas les bagages, ou Bruxelles, ou tous ces gros porteurs-là, s'ils ont 250 places dans leur avion, et que sur les 250 passagers, chaque passager prend 2 valises de 23 kilos, plus un bagage à main de 10 kilos, l'avion ne pourra pas supporter ce poids techniquement. D'accord? Surtout qu'il faut... Un avion a une capacité maximale qu'il peut prendre. C'est-à-dire, donc... s'il y a 200 passagers, et en plus les 200, pour dire vrai, hein, les 200 passagers sont gros, s'ils pèsent très lourd, toi avec un bagage de 23 kilos, c'est peut-être moi juste sans bagage. Merci quand même donc, pour la balle. Non, c'est une balle pour moi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, on ne peut pas porter forcément tous les bagages en haute saison. Quand on voyage en haute saison, il y aura des retards de bagages, même sur vol direct. Hein. C'est pas parce qu'on prend un vol avec escale qu'on a plus de risques. Non, même sur vol direct, il y a des retards de bagages. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, toujours avoir le minimum nécessaire dans son bagage à main. Donc, avoir un habit de rechange. On peut avoir sa brosse à dents. On peut avoir des petits dentifrices, moins de 100 ml. Donc, le minimum vital pour pouvoir supporter un retard de bagages d'1 ou 2 jours. Autre chose qu'il faut faire absolument quand vous voyagez. Avant de prendre l'avion, faites une photo de vos bagages. Parce qu'en cas de retard de bagages, on va vous demander de décrire votre bagage. Donc, dire mon bagage est bleu, c'est bien. Montrer la photo du bagage, dire c'est exactement ce bagage-là, on va pouvoir vraiment le reconnaître le plus rapidement possible. Et puis finalement, il faut... toujours faire vos réclamations. Je prends un exemple. Je vais à Paris, dans une ville dont je ne réside pas à Paris. J'ai un retard de bagages. J'ai un rendez-vous, je ne peux pas avoir mon costume. J'achète un nouveau costume. J'ai acheté le costume à cause de mon retard de bagages. Je peux même en profiter pour acheter un costume cher, parce que moi je porte seulement les costumes chers. Je garde la facture, on me livre mon bagage, donc mon bagage arrive en retard, et je réclame le remboursement de ces habits-là que j'ai achetés, des premières nécessités, à la compagnie aérienne. Voilà. Donc, il y a des lois, il y a des règles qui sont mises en place pour protéger les passagers et pour assurer le meilleur confort possible. Ça, c'est le retard. Maintenant, la perte. La perte de bagages, c'est quelque chose de très dramatique et d'extrêmement rare. C'est-à-dire, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, j'ai pris pas mal d'avions, c'est grave, quoi. C'est grave, c'est difficile. Moi aussi, j'ai perdu un bagage totalement en 2017, Dubaï, Yaoundé. Et on l'a jamais retrouvé. On l'a jamais retrouvé, Bon, il a peut-être été détruit. Dans ce cas-là, il faut se rapprocher de la compagnie, expliquer ce qu'il y avait dans le bagage, demander un dédommagement. C'est toujours un peu compliqué parce que, voilà, si on a un bagage où on a des affaires pour... disons pas grand chose, et un autre bagage où on a du matériel informatique, des choses qui coûtent très cher, c'est difficile à la compagnie de savoir qui dit la vérité, qui ment, mais il y a une indemnisation qui est prévue, qui va pas forcément rembourser la valeur du bagage, ni même la valeur sentimentale. On peut être attaché à une valise, mais voilà, c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est extrêmement rare. Aujourd'hui, ça fait des années que moi, en tant qu'agence de voyage, je ne vois plus de bagages perdus. Je vois des bagages retardés de 5 jours, 10 jours, 15 jours,
pour qu'un bagage soit déclaré perdu, il faut qu'il soit retardé de, je crois, plus de 21 jours. Et ça, c'est vraiment très exceptionnel. Je pense que ça arrive dans moins de 1% des cas. Ok. Maintenant, pas pour remettre ou pas pour remuer le couteau dans la plaie, Oui. mais qu'on comprenne bien. Il y a quand même des agences ou des compagnies de transporteurs oui. qui sont réputées pour des retards, beaucoup Oui. plus que d'autres. Oui. Je ne vais pas tirer sur une compagnie Oui. en particulier, mais on sait, par exemple, au départ du Cameroun, on sait qu'il y a des agences qui reviennent beaucoup et d'autres qui reviennent beaucoup moins. Donc, c'est dû à quoi? Si c'est, voilà, un cas... Oh, il y a vraiment plusieurs facteurs. Il y a la qualité du personnel au sol. Ok. Il y a la qualité du personnel de l'aéroport. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies aériennes qui vont tout le temps être en retard au Cameroun. Mais c'est drôle parce qu'on va voir ces compagnies aériennes dans d'autres aéroports, même africains, qui ne sont jamais en retard. Parce que peut-être qu'ils sont tout le temps en retard, parce qu'ils passent derrière une autre compagnie et il n'y a qu'un chariot bagage pour tout l'aéroport, ou bien un chariot est tombé en panne, on commence à charger ça dans des camions qui sont pas adaptés. Je prends des exemples comme ça, je ne suis pas en train de viser une compagnie en particulier. Donc, la qualité du personnel de la compagnie, la qualité du personnel de l'aéroport, la qualité des infrastructures. Quand je parle d'infrastructures, il y a aussi les avions. Alors, plus on va envoyer d'avions neufs sur une destination, moins il y aura de problèmes mécaniques. C'est comme des voitures. Les avions, il y a des mécaniciens. Toutes les compagnies font appel à des mécaniciens, même localement. Donc, c'est pas pour vous effrayer, parce qu'il y a quand même des règles strictes pour qu'un avion décolle, mais beaucoup de compagnies étrangères arrivent à Yaoundé et parfois ont un petit souci et doivent se faire dépanner. Certains ont leurs propres mécaniciens qui volent sur le même avion, d'autres vont faire appel, par exemple, à des mécaniciens d'autres compagnies ou à des entreprises agréées et accréditées. C'est extrêmement sécurisé un avion. Il faut savoir, c'est plus sécurisé qu'une voiture. Vous avez moins de risques qu'une voiture. Donc voilà, le personnel, la qualité des infrastructures, c'est globalement ça. Il n'y a pas une compagnie qui fait exprès d'être en retard. Le retard coûte très très cher aux compagnies aériennes. Et quand ça arrive, il faut savoir qu'ils ont tout fait pour l'éviter. D'accord. On ne peut pas faire exprès d'être en retard, on ne peut pas jouer avec le retard, on ne s'accommode pas du retard. Ok. Vraiment. Donc, ça, c'est ce qu'on retient. Il n'y a pas une compagnie qui fait exprès d'être en retard. C'est bien qu'on comprenne. Après, il y a des idées reçues. Ouais. Il y a beaucoup d'idées reçues. Je veux dire, n'importe quelle compagnie qui a un passager qui va être difficile. Quand je parle de passager difficile, c'est il peut arriver dans l'avion bourré, donc il est complètement sous. Et le commandant de bord, le pilote, dit hey, lui, moi, je ne vole pas avec lui, sort de mon avion. S'il dit qu'il ne sort pas, l'avion est en retard de 5 heures. Ça arrive tous les jours, ça. Ouais. Moi-même, j'ai certains passagers qu'on a enlevés de l'avion parce qu'ils ont trop bu avant d'entrer dans l'avion. Ils ne sont pas complètement conscients. Voilà. Ça, le retard est de la faute de qui? Ouais. D'accord. Et du coup, ça me fait embrayer, du coup, par ta fin. Des voyageurs peut-être d'AEV qui sont pas entrés de l'avion parce qu'ils étaient bourrés. C'est quoi les plus grosses galères que tu as connues en tant qu'agence de voyage, c'est-à-dire où tu as dû intervenir? Est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, de 2-3 anecdotes? Oh, il y a plein d'anecdotes. Où tu as aidé tes clients à sortir. Être agent de voyage au Cameroun, tu es à la fois inspecteur de police, tu es à la fois psychologue pour les gens qui stressent, puis tu es aussi on va dire à la fin, tu deviens même ami avec tes clients. Ouais. Donc, pour les histoires un peu, on va dire, les histoires Congossa. Ouais. Par exemple, je me rappelle d'un passager, un étudiant qui vient pour aller étudier avec son e-visa pour un pays. Toute sa famille est là, vraiment. La famille se cotise pour envoyer l'enfant. L'enfant part à l'aéroport. Et puis, j'ai la compagnie aérienne qui m'appelle, ils me disent, on a un souci là, le papier là, il ne me semble pas correct et tout. Moi, j'ai pas le numéro d'enfant. J'appelle donc le papa. Le papa lui dit que son fils a déjà voyagé. J'appelle la compagnie dit que non, l'enfant s'il n'est pas parti, il est devant moi. C'est-à-dire que l'enfant avait fait des faux papiers derrière ses parents. Jusqu'à il a dit qu'il a voyagé, il n'est plus rentré à la maison.
Wow. pour dire que normalement je suis parti, on ne doit plus me voir au quartier. Et que si on apprend que j'ai fait le faux, là tu deviens psychologue, tu appelles le papa pour dire bon, voilà ce qui s'est passé, pardon, ne tuez pas votre enfant, s'il vous plaît. Ça peut arriver. Donc ça, c'est l'histoire Congo-Ça. Maintenant, il y a certains événements où passer par une agence peut vraiment être bénéfique. Je pense à une grosse entreprise qui partait, on va dire, qui avait un salon où il devait être voilà, une invitation pour un congrès. Et il n'y avait vraiment pas assez de place sur le vol Askai de l'époque. Donc Askai avait un avion et puis nous, on avait besoin de mettre 70 personnes dans l'avion et puis il restait peut-être 20 places, quoi. Donc là, et on en est très fiers, donc je suis très content de raconter cette histoire. On a pu contacter la compagnie aérienne qui a remplacé l'avion pour mettre un avion plus grand pour qu'on puisse mettre nos passagers de cette entreprise prestigieuse et pour qu'ils puissent voyager. Alors ça a coûté très cher parce que les passagers devaient voyager, donc, mais c'était bénéfique et pour l'entreprise et pour la compagnie aérienne et pour l'agence de voyage. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux faire que quand ton agence de voyage est reconnue et travaille en pleine confiance avec les compagnies aériennes. Tu vois ? Donc, une troisième anecdote, alors ça, il y en a vraiment, il y en a pêle-mêle, les fameux retards d'escale. Donc, disons, je vais, alors le dernier cas que j'ai eu, la personne allait en Russie en passant par Dubaï. Il prend son vol pour Dubaï, il arrive à Dubaï avec du retard, le vol de Russie est parti. Sauf que c'était deux compagnies différentes, mais avec une compagnie qui assure quand même le trajet. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre un vol, je vais dire Air France, qui peut être opéré par Air Canada, ou Airlines qui est opéré par Air Canada, voilà. Et au point de transit, donc, la deuxième compagnie lui dit désolé, nous on n'est pas, c'est pas de notre faute si vous êtes en retard, il faut payer $200 pour pouvoir continuer en Russie. Le bon monsieur n'a pas $200, en tout cas il veut pas les payer. Donc là-bas on lui fait comprendre que c'est impossible qu'il voyage. Donc à l'aéroport même, hein, il est en transit. Monsieur, c'est impossible que vous voyagez si vous ne payez pas $200. Appelez qui vous voulez, c'est pas possible. Bon, il appelle son agence de voyage. Nous, on a été capable de contacter la première compagnie, donc la compagnie au départ du Cameroun, qui assure le trajet de bout en bout. Et alors, ça a pris du temps, hein. Il avait une escale peut-être de 10 heures. Donc, il a raté son vol. Le prochain vol était dans 10 heures. Ça a pris du temps. Et il voulait payer même. Donc, il avait sorti l'argent. C'est moi qui lui ai dit, écoute, dans tous les cas, tu vas attendre 10 heures. La différence, c'est, si tu me fais confiance et que tu attends un peu plus, tu n'as rien à payer. Ouais. Si tu veux payer, j'irai ça toi-même, paye. Mais moi, je te dis, attends. Dans le pire des cas, tu vas payer. Dans le meilleur des cas, tu vas voyager gratuitement. Ouais. Il a continué son vol gratuitement parce que on a pu saisir la compagnie au départ et la compagnie au départ a pris ses responsabilités. Et je me rappelle, le passager m'a dit, mais comment font les passagers qui ne prennent pas les billets avec vous, ils font comment? Bon, ben ils payent, hein. Ils payent. Les passagers parfois qui sont juste avec la compagnie à Yaoundé. Ils appellent la compagnie à Yaoundé, la compagnie ne répond pas, il n'y a rien. Ouais. Ils payent $200, ils sont arrivés, ils oublient même de réclamer parce qu'ils ont passé une mauvaise expérience, ils ne veulent même plus voir la compagnie aérienne. Ouais, ben là, on comprend encore l'utilité d'être accompagné de bout en bout. Et là, ça m'a rappelé, petite histoire, mais là, c'était en France. Les compagnies, les petites, ce qu'ils appellent petites et moyennes compagnies européennes et tout. J'ai pris le billet et puis j'ai pas fait le check-in. Du coup, j'ai essayé de faire le check-in en ligne, mais j'y arrivais pas. J'arrive à l'aéroport, je crois que c'était à l'aéroport de Bordeaux. Je vais faire le check-in, on me dit 40 €, non? 40 €. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le low cost. Ouais, le low cost. Donc, du coup, je me suis dit, mais tiens, et j'ai payé, en fait, mais j'étais très mal à l'aise de payer ça. Donc, oui. Donc, mais c'est pour dire, c'est toujours bien de se faire conseiller. C'est vrai. Par les experts du secteur. Et puis, donc, on encourage les passagers à toujours faire le préenregistrement en ligne. Ouais. Ça, c'est important, on n'en parle pas. Ouais. En haute saison, en été, les vols sont surbookés. Surbookés, ça veut dire l'avion a 200 places, la compagnie a vendu 250 places. Ah, ça existe vraiment? Ah non, c'est réel. C'est en classe économique, on surbook. En classe affaires, les billets sont très chers, 2-3 millions, il n'y a pas de surbooking. Ouais. Mais en classe économique, il y a 200 places, on peut en vendre 230. Parce que sur un avion,
il n'y a jamais 100% des passagers qui se présentent au vol. C'est difficile à croire, il y a des gens qui ont pris le billet et qui ne vont jamais se présenter et qui vont même perdre le billet. Donc, si au moins, si vous faites partie des 250 passagers, vous vous présentez en dernier, en 212e, et puis l'avion est déjà plein, vous n'allez pas voyager, vous étiez ailleurs à l'aéroport, vous allez crier, vous allez faire ce que vous voulez, vous ne voyagerez pas. C'est très simple. Mais si vous avez fait votre enregistrement en ligne, là, vous êtes déjà dans l'avion. Celui qui fait son enregistrement en ligne considère qu'il est obligé de voyager. Il est déjà dans l'avion. Donc, même si on est en train de refuser les gens devant toi, tu dis, hey, moi j'ai un enregistrement en ligne, donne tes bagages. Ah ouais. Donc, toujours faire l'enregistrement en ligne, c'est très important. Et puis après, ça vous permet aussi d'avoir des offres personnalisées pour les compagnies aériennes. Si vous voulez, par exemple, faire un upgrade, passer en business, passer en premium, ça se passe bien l'enregistrement en ligne. Ah, mais c'est trop bien d'avoir toutes ces astuces qu'on ne connaît pas souvent. Donc maintenant, en 2021, il y a une pandémie qui a frappé le monde. Et je pense que le secteur aérien a été peut-être le secteur, sinon l'un des secteurs les plus touchés. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des changements à votre niveau, au niveau des pratiques, comment est-ce que le Covid-19 a-t-il influencé le quotidien d'une agence de voyage comme la vôtre? Bon, ben c'est très simple. Je crois que le mot c'est annihilé. Okay. Ça nous a tués. C'est-à-dire on passe 4, 5, 6 mois avec un chiffre d'affaires de 0, 0, 0. Wow. Voilà, donc beaucoup d'agences ont fermé. Des compagnies aériennes ont fermé également. Mais disons que ça a également permis une reprise. Ça crée un dynamisme aussi. C'est-à-dire, s'il y a une baisse, derrière, il y aura une hausse. Et il faut savoir profiter des opportunités. Donc, les compagnies ont relancé les vols avec des tarifs qui étaient vraiment très avantageux, des conditions tarifaires très avantageuses. C'est-à-dire que là où à l'époque, il fallait tout le temps payer des pénalités pour modifier les billets, on a eu droit à des billets qui étaient modifiables gratuitement, 100% remboursables. C'était une opportunité pour les voyageurs. Les voyageurs en ont profité. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, on est, par rapport à 2019, on a réatteint le même niveau de voyage, on l'a même dépassé. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce qui était prévu par les experts du domaine. Ouais. Donc, c'était prévu que les compagnies baissent les tarifs pour relancer le secteur. Et tout le monde s'est tellement habitué à voyager que les gens ont pris l'habitude de voyager. Les gens voyagent plus aujourd'hui même qu'avant le Covid. Maintenant, on a également observé d'autres pratiques. On a vu un développement du tourisme local. C'est-à-dire beaucoup de gens qui, au lieu de prendre l'avion, vont se dire, OK, bon, moi je suis à Yaoundé là au Cameroun, l'Afrique en miniature, je vais découvrir quoi. Sûrement tu as dû voir toi ton business c'est sûr. se développer, parce que si les passagers ne peuvent plus aller à l'étranger, c'est plus bon sur moi, ils vont aller quelque part. Voilà, Garoua. Voilà. Même s'il faut prendre la route et tout. On a vu des gens qui peut-être n'aimaient pas voyager en voiture, apprendre à voyager localement, à découvrir. En Europe, il y a eu beaucoup ça. Il y a eu également ce petit stress on va dire, c'est pas un stress de la mort, mais des réflexions de la vie. On a vu beaucoup des nouvelles entreprises se positionner sur des voyages, avec un retour aux sources. C'est-à-dire les Américains qui font des tests ADN, qui se disent « Ah, je viens d'Angola, du Cameroun et qui organisent des voyages en Afrique pour se reconnecter avec leurs racines. » Parce qu'ils ont, ces personnes-là, pendant le Covid, ont eu un stress important, tout ça, et ont besoin de comprendre leurs origines. Donc, ça a développé le voyage africain. Parce que, mine de rien, beaucoup de gens viennent d'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On a découvert que Vinicius, voilà, son regarde. Donc, on l'attend Vinicius. J'espère que si la grande voyage peut faire le bien des Vinicius, on le fera. Mais voilà, donc un développement du tourisme local qui fait beaucoup de bien localement, mais où je pense qu'un pays comme le Cameroun doit en profiter, quoi. C'est-à-dire, on dit qu'il faut en profiter, mais tout ne dépend pas seulement des acteurs, mais une grande partie dépend de nous. C'est aussi à nous, Camerounais, de créer notre offre pour aller chercher les gens qui Et de le faire du nation branding. Nation branding, ça c'est au niveau de la... C'est difficile, mais c'est possible. On va y arriver. Inch'Allah. On va y arriver.
Alors, on va continuer sur ce que j'appelle l'art de voyager sans se ruiner. Donc, avec ton expérience dans le secteur, je sais que tu touches pas juste l'aérien, mais tu as quand même une bonne connaissance au-delà, les transports, réservation d'hébergement. Comment, en dehors de l'aérien, du billet d'avion, comment est-ce qu'on peut miser davantage sur le coût du voyage? Alors, le secret ultime, c'est toujours de planifier. Planifier, ça veut dire plusieurs choses. Je planifie mon séjour. Ça veut dire que je vais comparer différentes offres. Donc, au lieu d'arriver dans un pays et juste d'arriver dans un hôtel comme ça et de demander le coût de la chambre, il faut savoir qu'aujourd'hui, un hôtel peut avoir jusqu'à 8, 9, 10, 11, 12 tarifs différents. Ouais. Un hôtel peut vous dire, la chambre chez moi, c'est 150 000. Mais sur des plateformes en ligne, peut-être vous allez trouver la même chambre à 75 000. Parce qu'il y a des négociations entre les plateformes de réservation d'hôtels et les hôtels eux-mêmes. Et puis, si on le demande de face. Voilà. Si vous venez vous demander le prix comme ça, bon, vous aurez sûrement le prix fort. Vous pouvez aussi négocier directement. C'est dingue à croire, mais on pense qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on négocie les choses. Partout où vous allez, vous avez l'opportunité de négocier. Vous pouvez arriver dans un hôtel en Europe où le coût de la chambre, c'est 70 €. Et puis vous dites, bon, si je fais trois nuits, il m'offrait la quatrième. Oui, non, ok, je vais ailleurs. On te dit, non, attends, on peut t'offrir la quatrième. On va parler au manager. On négocie hôtel. On utilise des comparateurs d'hôtels. On pense aussi parfois au Airbnb. Donc, pour meubler. Ouais. Dans certains pays, les meublés vont proposer des prestations meilleures que les hôtels. C'est-à-dire les meublés seront plus luxueux, plus rentables, Plus grand, plus spacieux d'ailleurs. plus spacieux. Vous allez pouvoir faire votre nourriture vous-même, n'êtes pas obligé de manger à la... Vous n'êtes pas obligé de manger au restaurant de l'hôtel. Ouais. Ça vous fait faire des économies. Il y a aussi se déplacer. Est-ce qu'il faut louer une voiture? Les sites en ligne aujourd'hui permettent de louer des voitures vraiment pas chères, comparées parfois à des loueurs locaux. Et de la même façon aussi, il y a des destinations en ligne. Il faut passer par les loueurs locaux parce qu'ils seront moins chers que les sites en ligne. Ok. Donc voilà. Bon, vous pouvez prendre les avis des voyageurs, vous renseigner sur la destination. Et puis, moi, quelque chose que j'aime bien faire quand j'arrive dans des pays où les transports en commun sont organisés, ben, c'est d'utiliser les transports en commun. Et puis, même quand on utilise les transports en commun, comparer les différentes offres. Peut-être vous avez un ticket pour une journée, vous avez un ticket pour 7 jours, vous avez un ticket en fonction du trajet. Dans tous les cas, ce sera toujours moins cher que de louer un véhicule. Et puis, ça vous permet de vous imprégner totalement de la culture locale. Vous êtes dans le bus, vous voyez un restaurant qui n'existe pas sur Internet. Et puis, vous voyez du monde. Vous comprenez que le restaurant est bon. Et puis, vous allez voir même un autre midi. Voilà. Donc, il faut tout comparer. Il faut tout négocier. Ça se négocie. Sachez que ce n'est pas que les entreprises qui négocient. Les particuliers négocient. Et puis, il faut s'imprégner de la culture locale. Le local coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Même au Cameroun, quand vous allez manger localement, un touriste qui vient manger localement, ça va coûter moins cher. Maintenant, si le touriste français, vous l'emmenez dans les restaurants français, il aura découvert quoi? La mauvaise nourriture française, parce qu'en France, c'est meilleur aussi. Ouais. C'est toujours meilleur localement. Ouais. On ne va pas dire qu'il y a un restaurant camerounais en France qui fait mieux le ndolé que nous-mêmes. Donc, retiens être expert en négociation, comme j'ai revu, parce que tu nous montres depuis le début que toi, tu es un expert en négociation. Alors ça, Mais- c'est les origines, hein, dans Ouais. les faits, Ouais. on a du mal à sortir l'argent. Donc, le moins on sort, Ouais. le mieux on se porte. D'accord. Et aussi, consommer local. Toujours dans consommer ce- local. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des destinations plus accessibles, moins chères que d'autres au départ? On va dire d'abord au départ de Yaoundé, puis au départ du Cameroun. Ensuite, au départ, par exemple, destination Carrefour comme Paris, d'où on a beaucoup de gens qui nous suivent. Oui, alors, dans l'accessibilité, il y a une accessibilité directement liée au visa et aux nationalités. Ok. Donc, toute l'Afrique centrale est accessible à n'importe quel Camerounais qui peut avoir un passeport pour aller à Libreville, pour aller au Tchad, pour aller à Brazzaville, pour aller à Cotonou. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de visa. N'importe qui se lève et voyage. Maintenant, il y a des destinations plus chères que d'autres.
C'est sûr que, j'ai envie de dire, Libreville est connu pour la vie chère, mais parce que les salaires également sont plus élevés là-bas. On va dire que donc on a déjà l'Afrique centrale qui est accessible parce que le coût de transport sera pas très cher. Ok. Ça coûte pas cher à Libreville. Si on prend les compagnies nationales, ça coûte pas très cher. Bon, à peu près combien pour que ceux qui nous suivent concrètement un vol? Alors concrètement, Oui. en planifiant bien à l'avance, Ouais. un vol Douala-Libreville ou Yaoundé-Libreville, même en direct, on s'en sort à moins de 250 000. Ok. Que ce soit autant bien Camerco que Afriget. Camerco, c'est les deux compagnies qui vont faire Yaoundé-Libreville. Et Ethiopian Airlines se fait aussi, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Donc, à moins de 250 000 à Libreville. Ok. Avec Camerco, aller-retour. Aller-retour. On part à Bradali, on peut aller à Pointe-Noire. On part à N'Djamena, on part à Bangui. On peut déjà découvrir les gens qui sont autour de nous. La sous-région. Voilà. Maintenant, on a des pays qui sont connus pour leur tourisme, un tourisme qui est pas cher. Rwanda. On a sur Rwanda. Voilà. Le Rwanda, c'est une des destinations les plus sous-cotées. À 250 millions, on peut aller au Rwanda aussi en aller-retour. Hein. Ah bon? Voilà. Alors ça, bon, peut-être c'est écrit 2020, mais à moins de 300 000 sur. Ah ouais? Aller-retour au Rwanda. Douala Kigali, vraiment. Et puis derrière, le coût de la vie est pas cher. Les offres. En fait, le Rwanda s'impliquait surcoté et sous-coté. Ils sont surcotés, si je les compare au Cameroun, ils ont moins à proposer que nous, les Camerounais, quand même. On a tellement de paysages. Mais tout est tellement bien fait, tellement bien développé, ben, que finalement, Ils valorisent le peu qu'ils ont. les infrastructures qu'ils ont sont incroyables. Le nation branding, avec le PSG qui joue, avec Visit Rwanda. Il y a eu Hamilton qui fait. Voilà. Donc c'est sous-coté parce qu'on n'y pense pas vraiment en tant qu'Africain. On peut y aller sans visa également. Le Rwanda est ouvert à tous les pays africains sans visa. Ouais. Voilà. Donc, Donc, comprendre que je ne te coupe pas, mais une destination comme le Rwanda, où on a le bien même de 200, 300 000, c'est-à-dire que 500 000 supplémentaires tout un séjour au Rwanda. à 200 000 de séjour, après, ça dépend de ce que tu veux faire dans ton séjour. Ouais. Voilà. Et si on aime les activités, on va dire, il y a des activités qui coûtent cher. Si on veut quelque chose vraiment de personnalisé, on veut dormir dans des palaces. Le palace, c'est le palace. Le palace coûtera plus cher qu'une auberge de jeunesse. Si on est baroudard, prendre son sac à dos et aller marcher, découvrir la ville, bon, c'est moins cher. Ouais. Après, en Europe, on a des destinations phares. La France reste toujours une des destinations les préférées des Camerounais au départ du Cameroun. On a Dubaï. Les billets d'avion ne coûtent plus très cher. Hein. C'est-à-dire, C'est quoi les prix de Dubaï, à peu près, quand tu fais la bonne planif, quand tu as Dubaï, si tu planifies vraiment à l'avance, tu t'en sors à 400 000 l'aller-retour. Même pour la France, il y a des offres parfois, tu peux t'en sortir à 400 000 allers-retours sur la France. Il faut être prêt à faire des concessions, c'est-à-dire à prendre des escales. Si vous voulez économiser, tout à l'heure, on parlait de bons plans, il faut être prêt à faire des escales. Parfois, vous allez faire 1, 2 escales, mais si c'est pour économiser, là, maintenant, c'est une question choisir. Si vous dites, oh, c'est cher d'aller en France. Oui, c'est cher avec les vols directs. Avec les vols avec escale, c'est pas cher. Maintenant, c'est les risques de l'escale, tu peux rester bloqué, voilà. Donc, à chacun sa chance, quoi. Ouais. Donc, des pays qui sont accessibles sans visa, il ne faut pas hésiter à les faire, pour les Camerounais notamment. Et puis, derrière, on a l'Europe qui a vraiment plein de choses à faire découvrir. On a des pays qui commencent à monter en puissance. Hein. On a le Maroc qui va accueillir la prochaine CAN, où tout est vraiment très développé pour le tourisme. Ces pays qui ont une part de tourisme important dans le PIB. C'est le premier. Voilà. Donc, on a le Maroc. En Afrique, on a l'Afrique du Sud. On a des destinations paradisiaques. J'ai envie de dire comme Zanzibar, Dar es Salaam, enfin la Tanzanie. On a tout ça. On a l'Éthiopie. C'est pas difficile d'avoir un visa éthiopien, c'est pas difficile d'avoir un visa kenyan. L'Afrique a tellement à découvrir. Les Européens, les Américains viennent en Afrique. Et nous, on va aller chez eux. Ouais. D'accord. Alors, question qui m'intrigue depuis. Bon, je pense que tu as déjà à répondre à cette question. Non, mais j'aimerais bien que tu présentes aussi cette réponse à ceux qui nous écoutent. On se rend compte aujourd'hui, par exemple, qu'il peut être beaucoup plus cher de faire Douala Casablanca Oui. par exemple,
Royal Air Maroc Mhm. plutôt que de faire Douala-Paris avec escale à Casablanca. Le vol est plus long. Exactement. Mais comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est l'offre de la. C'est la. Je veux dire, c'est l'offre et la demande. Ok. Quand on a un vol direct, les vols directs ont tendance à être plus chers. Et la même compagnie, c'est-à-dire avec une escale, est moins chère. C'est dingue. Donc, comme tu l'as si bien dit, je veux aller à Casablanca, ça va me coûter très très cher si j'aurais en vol direct. Si je me dis, tiens, je vais aller à Paris et. Ah, mais je peux prendre aller au Maroc et je vais faire même un arrêt de 10 jours à Casablanca. Ça va me coûter moins cher que le gars qui s'arrête à Casablanca et qui revient. Parce que, hein, parce que bah, là, quand on est en train d'acheter un billet sur Paris, il y a la concurrence déjà. Voilà, le Maroc doit, se- doit être compétitif par rapport aux autres compagnies. Ok. Ouais. Les France. Donc là, tu soulèves un point qui est intéressant. Déjà, les vols directs sont souvent plus chers. Ça, on le sait. Euh, mais lorsque vous êtes prêt à faire des escales, renseignez-vous. Donc, vous pouvez faire plus d'activités pour le même billet d'avion. Je prends une escale avec Turkish Airlines. Je peux peut-être m'arrêter en Turquie si je demande une visa de Turquie. Comme ça, je visite la Turquie en même temps. Pour le même prix, hein. Voilà, Maroc, pareil. Je m'arrête à Casablanca. Euh, toutes les compagnies rwandaises, je peux m'arrêter à Kigali, Ethiopian Airlines, je peux m'arrêter en Éthiopie, Kenya Airways, je peux m'arrêter à Nairobi. Ça permet de faire de double voyage. Ouais. Voyez. Bien. Et ça, c'est trop bien ce que tu dis, parce que pour les Camerounais qui voudront aller à la Cannes, par exemple, et qui ont un visa Schengen, c'est important de comprendre ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'ils pourront prendre un billet, Mhm. Yahoo, faire Douala, Paris, Oui. avec escale de, je ne sais pas, 2 semaines à Casablanca et économiser beaucoup plus que s'ils ne prennent Douala, Casablanca. Ah oui, oui, oui. Alors, après, ce qu'il faut savoir, attention, c'est qu'un billet doit être utilisé dans l'ordre, alors on appelle ça dans l'ordre séquentiel. Donc, si je prends un billet, toujours pour reprendre le cas à Casablanca, si je prends Yaoundé, Casablanca, Paris, Casablanca, Yaoundé, si je consomme Yaoundé, Casablanca, c'est OK. Mais si je ne continue pas à Paris parce que je pense que je vais être plus intelligent que la compagnie aérienne, donc j'ai pris un billet sur Paris, mais je ne vais même pas à Paris. Je me pointe au retour. Donc, je n'ai pas fait Casa, Paris, Paris, Casa, ça, je n'ai pas consommé. Ouais, Et je vais seulement consommer Casa, Paris, là. On ne va pas vous laisser entrer dans l'avion. ouais, Parce que là, c'est de la fiche. ouais. C'est pour ça que je l'ai dit, il faut avoir le passeport, le visa Schengen. Une fois que tu as le visa, même si c'est fait un jour à Paris. Oui, bon, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que si ajouter un jour à Paris te permet d'économiser 300 $, 200 000, effectivement, là, tu réfléchis. Après, c'est difficile. Bon, ça dépend des gens. Mais prendre l'avion pour prendre l'avion, c'est difficile aussi. Hein. Ouais. C'est difficile. Quoi. Mais c'est toujours bon à savoir. Ok, c'est toujours à savoir. Et pour la question du visa, est-ce que tu as des conseils ou tu aurais des conseils, par exemple? On sait que ça peut être souvent compliqué avec un passeport dollar. Oui. D'attraper certains visas. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des Camerounais pour maximiser, optimiser leur chance d'avoir les visas? Alors, quand on donne un visa, une ambassade qui donne un visa, fait un profiling, une passage. Donc, c'est vraiment. Alors, ce n'est pas des services secrets, hein, c'est simple d'établir un profil. J'ai face à moi un Camerounais qui n'a jamais voyagé. Oh là 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 là. C'est-à-dire, je le vois là, au salaire compliqué. Lui demande ce qu'il fait. Il bégaye. Je vérifie ses fiches de paye. Il n'a pas les fiches de paye. Il n'a pas d'activité. Il n'est même pas lié au Cameroun. Il n'a rien monté. Il n'est pas engagé. Même s'il a 10 millions sur le compte en banque, qui me dit même que c'est son argent et 10 millions en fait. Pour moi, je me mets à la place on va dire, de l'ambassade. L'ambassade, elle a peur. Je vous donne un autre profil peut-être. Ah, voici un Camerounais, très bien. Ah, je vois qu'il a l'habitude de voyager. Il aime aller à Dubaï. Il a des visas de Dubaï dans son passeport. Il est même déjà allé peut-être, on va dire, même à Abidjan, dans des pays où c'est simple d'avoir le visa. Donc déjà, bon, on voit qu'il a même déjà voyagé. C'est bien, il a déjà voyagé, tant mieux. Bon, il est déjà revenu au moins un endroit où il aurait pu caler les crédits. Il est déjà crédible. Il me montre, déjà, il faut avoir un compte bancaire. Hein? Il faut être régularisé et authentifiable dans ton propre pays. Il faut avoir un compte bancaire qui marche.
C'est-à-dire un compte qui est rempli. Donc, un compte qui a des versements et un compte qui a les dépenses. Donc, je vois que sur les 3 derniers mois, voilà, son salaire tombe dans son compte bancaire. Et puis après, on va dire que il fait ses dépenses, le salaire tombe. Voilà, il a une vie ici, il a une vie au Cameroun, il a un travail, il est attaché. C'est dingue, hein, mais peut-être qu'il est marié. Tout ça, ça aide pour dire que bon, la peur qu'on a, c'est vraiment l'immigration illégale. Ouais. Si tu montes tes attaches ici au Cameroun, si tu montres que tu peux te débrouiller financièrement, il n'y a aucune raison pour qu'on te refuse le visa. Par contre, si tu te lèves et que déjà, il faut arrêter de faire les demandes de visa. Là, je vous le dis, hein, arrêtez de faire les demandes de visa avec les comptes qui ont 150 000 ou 200 000. On va refuser. On va refuser. Ça ne peut même pas couvrir 10 jours en Europe. Ça couvre même pas le billet d'avion. Comment vous faites un visa avec un compte à 200 000, il y a même une réservation de billet d'avion à 800 000? C'est fini. Donc, il faut avoir une te fournit. Même si on n'a pas forcément des fiches de paye. On peut dire pour ce compte, je peux dire que je suis consultant. Dans ça, là, tu es une entreprise. On aime la légalité. Les ambassades, en tout cas européennes, américaines, aiment la légalité. C'est-à-dire, tu ne peux pas me dire que tu fais du business, tu n'as même pas une entreprise. Soit tu fais du business, tu as une entreprise, tu déclares tes impôts, soit tu es employé, tu as des fiches de paye, tu as un compte bancaire. Ton compte bancaire doit tourner. Même si ça tourne et même que c'est à zéro, Ouais. avant de faire la demande de visa, Charge. tu charges tes 2 millions. Mais il faut que ça tourne, non? Ouais. Et puis on se dit, ok, ça va. Ce n'est pas un faux compte. Maintenant, si c'est un compte dormant, c'est-à-dire que chargé tu jour vis, de la demande. donc tu vis sans. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais c'est toujours dans le Orange Money. Tu es là, ton compte n'a jamais bougé. Ah, tu charges de l'argent seulement pour faire la demande, on va te refuser ton visa. Donc, passer par les outils qu'ils connaissent, les outils qu'ils demandent. Si on demande des relevés bancaires, il faut prouver on a un bon relevé bancaire. Si on te demande des fiches de paye, prouve que tu as de bonnes fiches de paye. Si on te demande des attaches au Cameroun, tu prouves que tu as des bonnes attaches au Cameroun. Tu peux être marié, tu peux avoir les enfants. Si tu n'as pas tout ça, tu peux toujours avoir les attaches au Cameroun. Tu as tes parents ou tu es engagé même dans une association. Tu es Un loyer, c'est-à-dire. loyer, tu vois, tu es secrétaire général d'une association. Soyez engagés, soyez intéressants. Et puis vous demandez votre visa. Ça, c'est des conseils précieux. Et on sait que vraiment, c'est. Oui, et je déconseille que les gens qui veulent faire le faux aussi. Parce qu'une fois que tu fais le faux, les ambassades elles-mêmes peuvent communiquer entre elles. Et tu peux être blacklisté même de l'Union européenne. Parce que tu as présenté, on entend souvent nos influenceurs apparemment qui ont présenté les faux documents bancaires, tout ça. Après, c'est beaucoup plus compliqué pour qu'on te redonne un visa. Donc, ne faites pas le faux, faites le vrai. N'allez pas prendre les papiers de votre cousine et changer seulement le nom. L'ambassade peut appeler la banque pour dire « Hey, le compte ici, c'est vraiment le bon compte. Si c'est le faux, c'est fini. » Quand on a des ambassades aujourd'hui qui te demandent de dire au conseiller d'envoyer le mail au. Alors, ça, la France, c'est... Maroc, par exemple. Voilà. Le conseiller, oui, il y a le mail avec l'ambassade en copie. Depuis donc le mail de la banque. Ouais, exactement. Depuis. Voilà. Donc, c'est parce qu'il y a eu trop de faux. Ouais. Donc, voilà. Tu as l'Afrique du Sud qui va te sélectionner des banques, on peut te dire la banque, André, Société Générale, Ecobank. Ici, c'est Ecobank, c'est telle personne. Oui, c'est parce que... Alors, c'est parce qu'il faut des banques en place. Effectivement, quand vous allez vous présenter dans n'importe quelle ambassade, on est la dernière petite microfinance du quartier, le truc qu'on chante à la radio, on ne les connaît pas. Et même en Europe, on ne les connaît pas. Comment on va savoir que c'est vrai? Pour les Camerounais qui font des demandes de visa, il faut vraiment se mettre dans des établissements vérifiables. Il faut que tout ce que tu proposes soit vérifiable. Donc, il faut être bancarisé avec des comptes bancaires qui tournent. Il faut pouvoir authentifier tout ce qu'on va donner. Et de plus, vous allez montrer que vous avez les moyens de subvenir à vos besoins. Vous vivez avec votre argent, c'est-à-dire que donc, votre compte, c'est un compte courant. Et vous avez des attaches au Cameroun. C'est les 3 points que les ambassades vont vérifier. Est-ce qu'il a l'argent? Lui, il a de l'argent. Est-ce que l'argent est régulier? L'argent est régulier. Il est attaché au Cameroun, il est engagé dans sa communauté. Oui, il est attaché au Cameroun, il est engagé dans sa communauté. Mais il n'a rien à... Si tu es à l'aise au Cameroun, tu vas faire quoi pour rester bloqué dans un pays illégalement avec un visa touriste? Ouais. Alors que tu es bien dans ton propre pays. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui s'est préparé pour faire sa demande de visa. Donc, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. En fait. Si tu n'as pas de compte bancaire, ça se prépare.
il va falloir travailler ton compte bancaire. Ouais. Au moins 3 mois à l'avance. Au moins 3 mois à l'avance, parce que si tu gardes tout dans le Orange Money pour que les impôts ne voient pas ton argent sur ton compte bancaire et tout, mais même l'ambassade ne va pas voir ton argent. Oh, tu as plus d'argent peut-être qu'un autre gars à qui on a donné le visa. Souvent, on est là comme ça, on ne comprend pas comment on a donné le visa au gars là. Moi, on m'a refusé. Mais oui, parce que lui, il est clair, il a tout Il a dans son préparé, compte. il a Voilà. planifié, comme tu disais. Planifier, la planification, hein, Ça revient. toujours. Donc, ouais. Et surtout, quand tu pars, quand vous partez, il faut revenir parce que lorsque tu es parti, Ah oui, c'est oui. un effet boule de neige. Il faut. Souvent, on dit c'est le premier visa le plus dur à avoir. Ouais. Tu vois, par exemple, l'ambassade de France, c'est le premier le plus dur à avoir. Et même, vous allez être étonné, on dit le visa Schengen, c'est 90 jours. La plupart du temps, premier visa, on peut même vous donner 15 jours. Et ne faites pas un jour de plus. Si vous faites un défaut sur un visa et que vous n'avez pas justifié ce défaut-là, si vous n'êtes pas gravement malade ou quoi, et que vous vous êtes dit, oh, je vais rester un jour de plus, mais au prochain visa, va falloir s'expliquer, quoi. Ouais. Et puis, dernier point, si vous partez en France, demandez le visa à l'ambassade de France. Si vous partez en Italie, demandez le visa à l'ambassade d'Italie. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être, on va dire, qui ont des réseaux ou des connaissances dans certaines ambassades. Si je vais aller en France, mais j'ai une bonne connaissance à l'ambassade d'Italie, ce n'est pas de la corruption, hein, Ouais. mais qui me dit, écoute, moi, je peux peut-être Diligenter le t'aider, dossier. voilà, et surveiller ton dossier, même t'aider à monter le dossier pour que ce soit bien carré chez nous parce que je connais bien. Dans ce cas-là, vous allez prendre un billet pour l'Italie d'abord. Vous allez d'abord atterrir en Italie avant d'aller en France. Parce que même si le visa Schengen permet d'aller partout en Europe, ben, le but c'est quand même que quand on vous donne un visa, que la prochaine fois que vous venez demander le deuxième, on vous le redonne. Si moi je suis l'ambassade d'Italie, je te donne un visa, mais l'année d'après, je prends ton passeport, je vois mon visa italien, je vois seulement les douanes françaises. Je vais te dire, ben, je te donne encore le visa, pourquoi? Bah, en France. Va demander en France, moi je ne te donne plus. Je peux même te refuser le visa, je garde ton argent. Parce qu'il y a une clause qui, quand on te donne un refus de visa, on ne te rembourse pas. Parce que tu es soupçonné de prendre le visa chez nous, de nous donner le travail pour aller dans un autre pays. Et du coup, nous, notre tourisme n'est pas boosté. On ne gagne pas l'argent avec toi. Enfin, on ne gagne pas l'argent. Tu n'es pas rentable pour notre pays. Parce que nous, on te donne le visa, parce que tu vas aller en Italie, tu vas manger italien, tu vas booster le tourisme local, ou peut-être même tu vas te faire soigner en Italie. Si tu fais tout ça, tu vas en France, non, c'est pas sérieux. Ouais. C'est pas sérieux, hein. Non, c'est très précieux comme conseil. Et du coup, je vais continuer voyager. C'est quoi tes astuces pour voyager efficace et léger? Qu'est-ce que tu prends? Voilà. Moi, je sais que toi, parfois, dès que tu vois le bon plan, peu importe la compagnie, tu te jettes dans l'avion. Ah oui, alors c'est vrai que alors, c'est-à-dire que parfois même, peut-être je n'ai pas envie d'aller sur une destination, Ouais. mais je vois un tarif sur la destination, je me dis ben, je vais aller là-bas aussi découvrir. Tout est bon à découvrir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise destination. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment régi par le coût du billet d'avion. Bon, peut-être c'est mon niveau actuel, peut-être qui fait ça. Peut-être à un moment, mon temps sera plus précieux que mon argent et je serai régi par mon temps. Je vais seulement chercher le plus direct parce que je n'ai pas de temps à perdre. Oui. Mais dans le voyage de loisirs, c'est vrai qu'on a souvent du temps. Quand on est en vacances, on a du temps. Donc, moi, c'est-à-dire que même s'il y a 2 escales, je m'autorise jusqu'à 2 escales. 3 escales, c'est trop. C'est-à-dire que pour aller d'un pays, tu fais 3 escales, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que tu prends pour être léger? Pour être léger, alors, moi, il y a ce que j'appelle les indispensables. Attention, on n'y pense pas, mais c'est quand on est arrivé qu'on y pense. Les indispensables. Déjà, il faut être connecté. Donc, je prends toujours mes 2 puces, MTN Orange. Parfois, j'arrive dans un pays et puis c'est le roaming MTN qui passe ou c'est le roaming Orange qui passe. Aujourd'hui, il y a même des applications qui peuvent générer des puces SIM, des eSIM en fonction du pays où tu pars. Tu payes par carte bancaire, t'es 10 €, tu as dans n'importe quel pays, ça marche. C'est intéressant. Donc, restez connectés. Deuxième point, attention, quand vous voyagez, les prises électroniques, là, ça change. Donc, un adaptateur, il y a des adaptateurs qui font tout le monde entier pour prises japonaises. Même en Europe, il y a des prises françaises et des prises européennes. C'est drôle à savoir. En Afrique du Sud, pareil, les toute prises l'Afrique de l'Est, ce ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs types de prises. Donc, un adaptateur universel pour les prises. Moi, j'aime bien avoir un power bank.
C'est-à-dire, je charge mes affaires, j'ai mon petit power bank au cas où j'arrive quelque part, on a des soucis d'électricité, je ne veux pas tirer sur le Cameroun, je peux voyager au Cameroun comme ça, j'arrive au village, il n'y a pas d'électricité. Je peux faire ma nuit, tout ça, et puis je vais charger le matin, on allume le groupe par exemple. Voilà. Et puis après, comme j'ai dit, l'essentiel des toilettes, on a le droit de voyager avec des liquides de moins de 100 ml. Donc tu peux avoir ton petit dentifrice, ton petit gel douche, ta serviette, des habits. Et ce que j'aime bien dans le fait, quand tu dis voyager léger, c'est intéressant parce que on parlait des compagnies, désolé, hein, parce que là je vais réactiver un autre sujet, juste une parenthèse. Vas-y. On parlait des compagnies qui ne livrent pas les bagages à temps. Mais alors, il faut voir aussi peut-être que les compagnies qui livrent les bagages à temps, ils ont plusieurs tarifications. Ils ne donnent pas 2 bagages à tout le monde. On paye pour avoir les 2 bagages. Vous voyez? Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, sur les vols transatlantiques, donc sur les vols Europe-États-Unis, le premier tarif qu'on te donne, il n'y a même pas de bagages en soutien. Tu as juste ton sac à dos que tu peux prendre. Ton sac à dos, ce n'est pas le bagage cabine. Ouais. Parce qu'on a compris que les gens parfois préfèrent voyager. Ils ont carrément des gabarits. Oui, ils préfèrent voyager léger. Ouais. Voilà, c'est moins d'embrouilles. Et puis, c'est moins cher et ça allège, ça permet aussi que ceux qui ont payé leur bagage là, mais on a plus de place pour prendre les bagages et pour assurer l'arrivée des bagages. Donc, vraiment, c'est ça, mais indispensable. Hein. Maintenant, pour ceux qui ont des mal de dos, il faut pas oublier les médicaments. Si vous prenez le médicament, toujours avoir donc avec vous l'ordonnance du médecin. Il y a des médicaments qu'on peut vendre dans un pays, même sans ordonnance. Vous arrivez dans un autre pays, c'est une drogue. Ouais, peut-être vous pouvez avoir votre cousin pharmacien à Yaoundé, vous avez un médicament très rare qui commande, chaque fois il vous donne, vous voyagez avec le médicament. Et vous arrivez, on vous dit, mais le médicament c'est ici là. Ça c'est de la drogue. Vous avez si vous ne montrez pas l'ordonnance, même sur votre téléphone, si vous ne montrez pas ça là dans les 30 minutes, on saisit. C'est très important ce que tu dis, parce que quand tu prends une destination comme la France, par exemple, où on ne connaît même pas le palu encore de façon officielle, si tu n'as pas pris tes médocs et que tu n'as pas ton ordonnance, moi ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé à Paris. Oui. Tu avais ton médicament? J'avais pas. À l'hôpital, ils t'ont regardé comme un alien. Hein? J'ai même pas pu aller à l'hôpital. C'est une quelqu'un t'a dépanné avec un antipalu. Ouais, qui par mégarde, par le pur hasard, habitait pas très loin. Ouais. De là où j'étais à Ouy, qui est venu me donner les antipaludéens. C'est ça. Donc voyagez avec vos médicaments, avec les ordonnances. Faites attention, il y a des choses qui sont interdites en Europe, on ne sait même pas. Donc à chaque fois que vous avez un truc bizarre, les herbes, tout ça, il faut savoir exactement ce que c'est. L'herbe du palu, là, comment ça s'appelle? Golbetara? Non, ça s'appelle comment? Il y a une herbe pour soigner le palu qui est interdite en Europe. L'artémésia. Voilà. L'artémésia, autorisée au Cameroun, interdit de vente en Europe. On n'a pas le droit. C'est avec ça qu'on fait les médicaments du palu, hein. Mais on ne veut pas voir ça brut. Bon, ça c'est le lobbying du système médical, mais tu n'as pas le droit de voyager avec ça. Donc la douane trouve ça, on te le saisit. Bon, c'est pas grave, on va pas t'emmener en prison, mais ça te fait passer un sale quart d'heure et tu perds du temps aux douanes. Alors que si tu voyages léger avec ton essentiel, tu sais ce que tu as, c'est bon. D'accord. Alors là, on va passer sur tes expériences de voyage. Oui. C'est que tu as vécu un peu en Afrique du Sud. Combien de temps tu as fait en Afrique du Sud? Alors, j'ai fait 6 mois. Donc, un échange universitaire à Stellenbosch, à côté des vignobles. Voilà, j'étais en plein milieu des champs. Tu as bu du vin? J'ai bu beaucoup de vin. Il faut se rendre compte, hein, quand on vit à Stellenbosch ou même au Cap en Afrique du Sud, c'est-à-dire on vit en plein milieu des vignes. La bouteille de vin est à 1000 francs, quoi. La bonne bouteille, hein. La même qu'on vient nous revendre ici à 7000. Il faut dire que le vin sud-africain, c'est une référence. C'est une référence, mais bon, pour un Français comme moi, Bordeaux, je ne vais jamais Bordeaux, la Bourgogne. Je préfère nos vins français, mais ils sont très intéressants à découvrir, les vins sud-africains. Il y a vraiment de la qualité, c'est très intéressant. Donc, mais l'Afrique du Sud, c'est un pays très passionnant. C'est quand même bien de voyager en Afrique. Pourquoi tu as choisi l'Afrique du Sud? Parce que c'est l'Afrique. Parce que j'avais un échange universitaire à faire. C'était le seul pays en Afrique qu'on proposait, donc j'ai choisi l'Afrique du Sud. Et alors, c'était très intéressant. C'est aussi un pays en voie de développement.
Donc, C'est un pays développé, Jérémy. BRICS. Je ne sais pas s'ils sont encore dans l'équipe ils y sont, je pense. Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa. Donc, c'est très intéressant parce qu'on voit quand même que le développement est possible. C'est même pas, le développement est réel en Afrique du Sud. Absolument. On voit les infrastructures. Et puis, c'est intéressant à voir parce que on voit aussi les deux côtés. Le contraste. Oui, parce que c'est aussi un pays qui, d'autre part, est très très pauvre. C'est-à-dire, parfois, on ne s'imagine pas, mais... C'est dangereux, à quelques égards. Très dangereux. Moi, j'ai eu des amis qui se sont fait... c'est pas pour être effrayant, mais ça reste l'Afrique. Et quand des Européens viennent comme ça, ils aiment se balader la nuit parce qu'eux, ils sont habitués à la sécurité. Ils aiment entrer dans les sauts quartiers et tout, tu vas te faire agresser. Disons la vérité. Rares sont les pays africains, mais même rares sont même en France. Quand tu vas dans les villes difficiles, tu ne te balades pas n'importe où. Je pense même à Marseille. Il y a des quartiers où il y a des gangs et tout. Voilà, même à Naples en Italie. Donc voilà. Il faut toujours faire attention à la sécurité. Mais l'Afrique du Sud, c'est une destination particulière. Parce qu'on a tout ce qu'un pays développé peut avoir. On a l'authenticité d'un vrai pays africain. Et puis, on a une multitude de parcs nationaux où, justement, on peut faire le Kruger Park, l'un des plus grands parcs mondiaux. Il est vraiment bien aménagé. La route passe dans le parc. Ah oui, c'est du béton, hein, c'est bétonné, c'est propre. Tu vois, moi j'ai eu la chance de voir le Big Five. Beaucoup de gens n'ont pas pu voir le Big Five. Raconte-nous, tu as vu les léopards? Moi, c'est un rêve. Pour moi, j'étais au Kruger. Dommage. Ouais, j'étais au Kruger. C'est l'un des meilleurs endroits pour pouvoir les voir, les Kruger Park. Parce qu'il y en a. Ils sont très rares aujourd'hui. Et puis, moi, je dois avouer, j'ai fait 3 jours de safari. Ok, c'est la première chose qu'on note. Voilà. La chance que j'ai eue, c'est que... alors, c'est une chance et c'est une malchance. Mais bon, comme j'habitais en Afrique du Sud, j'étais habitué, on va dire que je connaissais le pays, je connais les coutumes, la culture. Donc, moi, par contre, dans le parc, j'avais ma propre voiture. Je n'étais pas avec un guide. Donc, ça me permettait, par exemple, de passer moins de temps sur les lions que j'ai déjà vus que... quand vous êtes avec un guide, par exemple, le lundi, tu peux avoir un guide pour 3 jours. On a vu les lions le lundi. Le mardi, tu as envie de lui dire, oh, passe devant les lions, on s'en fout. Sauf qu'il y a les gens qui viennent d'arriver. Et vous arrêtez encore sur les lions. Donc, nous, on avait notre propre voiture. Donc, on voulait faire le Big Five absolument. Je vais t'avouer, sur les 3 jours de safari qu'on a fait, c'est vraiment sur la route pour rentrer, la sortie à 17h, la nuit tombait et tout. On voit une centaine de voitures alignées. Bon, moi, je ne savais pas ce qu'il y avait. Donc, en tant que bon Camerounais, réflexe, double fil. Moi, je mets mon clignotant, je double tout ça. Jusqu'à me trouver... nez à nez avec les léopards. Pas nez à nez, mais je comprends qu'il y a un point d'intérêt là, parce que de toute façon, on peut plus avancer. Un Big Five, c'est qui est sûr. C'est sûr. Et bon, là, on regarde et tout, et on trouve les fameux léopards à 30 minutes de la nuit. Hein. Wow. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de chance. Et puis, une fois que tu l'as vu, c'est bon, tu peux dire que tu l'as vu, quoi. Donc, beaucoup de travail à toi. Je te souhaite beaucoup de chance pour le voir. Parce que lion, éléphant, buffle... Ça se voit. Je crois que c'est le seul qui me manque. En fait. C'est ça, hein, le Big Five, c'est lion, éléphant, buffle, rhinocéros et léopard. Et léopard. Ouais. Léopard qui est très difficile à voir à l'état naturel. Ouais. À l'état captif, bon, c'est un zoo. À l'état naturel, c'est le plus difficile à voir. Donc, ça, c'était très bien, l'Afrique du Sud. Ça montre qu'on peut pousser le tourisme. Exactement. Donc, quand je vois l'Afrique du Sud, je vois le Cameroun, je me dis, le Cameroun a tant à faire. Ils ont même des sauts élastiques, ils ont des trucs dingues. Il faut savoir que même au Cameroun, nous, on monte à cheval au nord. Hein. On a encore des peuples qui montent à chevaux et puis qui se baladent, qui chassent même avec des chevaux. C'est dingue, on a une authenticité qu'on n'imagine pas. Donc ça, c'était pour le côté africain. Il y avait Abidjan. À la Cannes encore. Voilà, la Cannes, qui, on va dire, qui ressemble beaucoup plus déjà quand même au Cameroun. Mais effectivement, on voit toujours l'impact des infrastructures. Les infrastructures apportent naturellement de l'attraction. Le Maroc, pareillement. Je veux dire, le Maroc aujourd'hui se développe presque comme l'Europe.
Ok. C'est-à-dire que quand tu es sur les bords de mer à Casablanca, Marrakech, tout ça, il n'y a pas beaucoup de différence avec les bords de mer de Nice, en France par exemple, ou en Italie. Donc c'est impressionnant. Voilà. En Europe, il y a également beaucoup de choses à découvrir. Moi, j'ai eu la chance de faire la Grèce, comme tu l'as si bien dit. Donc, Tu étais où en Grèce, Santorin? alors j'ai fait Santorin, qui est connu pour être une île paradisiaque avec des décors incroyables. C'est vraiment incroyable. Moi, je conseille de le faire Hors saison. hors saison, parce que moi j'ai fait hors saison, il y avait personne, j'étais seul. En haute saison, il y a tellement de monde qu'on se marche dessus. J'ai également fait Athènes, où tu cité découvres éternelle. les dieux grecs, les temples d'Athéna, le Panthéon. C'est hyper intéressant, et puis ça permet de t'enrichir, de Ok. comprendre que la culture des autres est intéressante, et donc pour les autres aussi ma culture l'est. Et puis bon, alors c'est vrai que moi je ne suis pas un acteur direct de tourisme au Cameroun, même si j'ai des demandes, voilà, mais mon tourisme n'est pas basé au Cameroun comme le tien par exemple. À Discova par exemple, vous proposez vraiment des safaris au Cameroun, au nord, des visites des villes, même vous faites des voyages sur mesure si je ne me trompe pas. Ouais. Tu vois, donc ça encourage ces acteurs-là, et puis ça donne envie également de pouvoir recommander les acteurs locaux. Mhm. Parce que quand on va dans les autres pays, c'est les acteurs locaux Absolument. qui nous... C'est-à-dire, quand tu vas au Maroc, le guide est marocain, Ouais. tu n'as pas un guide espagnol. Ouais. Et de toutes ces expériences-là, laquelle peux-tu nous dire t'a marqué particulièrement? Moi, pour moi, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud m'a marqué. C'est l'authenticité avec les infrastructures. C'est totalement authentique. C'est la même Afrique qu'on connaît au Cameroun. Quand je dis authentique, ça veut dire que autant on va avoir les inégalités sociales, on va avoir plusieurs langues, une multitude de langages, une multitude de danses. Aujourd'hui, Ouais, il y a les Zoulous. et les danses sud-africaines sont en train de s'exporter de plus en plus internationalement. Et puis, il y a vraiment il y a tous les paysages aussi. On a la savane, on peut faire du safari, on a la mer, on a même une mer de pingouins, on a également toutes les saisons, c'est-à-dire on a l'été très chaud et l'hiver très froid. Non, c'est un pays qui est vaste, ça m'a marqué parce que ça te permet de faire plusieurs paysages, plusieurs découvertes, plusieurs cultures à la fois, Ouais. ce que tu n'auras pas la chance de faire ailleurs. Voilà. Comme au Cameroun, je veux dire, le Nord Cameroun, pour moi, c'est presque un pays différent. Hein. Le Nord du Cameroun, quand tu arrives là-bas, tout est tellement Mais je crois que tu as différent. fait au hasard dans le temps. Non, j'ai pas fait au hasard. Ok. Moi, mais c'est très différent. Je n'ai pas encore fait de tourisme au Nord Cameroun. Ok. Si ce n'est que arriver et repartir de Garoua à Yaoundé. Ouais. Mais je pense qu'on a aussi ce potentiel de diversifier l'offre touristique parce que justement, tu parlais le nord désertique et très culturellement ancré. Le sud très forestier, C'est ça, c'est 400 ça. km de côte de Kribi à Limbe. Kribi Limbe, c'est incroyable. Hein. L'ouest avec des paysages à couper le souffle, les chutes partout. À l'époque, on venait tourner les films au Cameroun quand même. Donc, on a Tarzan qu'on a tourné au Cameroun. Ouais. Plein de films ont été tournés au Cameroun. Certains ont marché plus que d'autres. Mais c'est bien parce qu'on a quelque chose à offrir qui viennent tourner. Ouais. Alors, comment tous ces voyages ont-ils influencé ta vision de la vie et du travail, peut-être? Alors, ma vision de la vie et du travail. Donc, déjà, peut-être pour la vision de la vie. En tant que. Déjà, quand on grandit au Cameroun, on vit au Cameroun, on a souvent tendance à se plaindre. Et je pense que ça fait partie sûrement du passé colonial, j'ai envie de dire, parce que la présence française est forte au Cameroun. Donc, le passé français est assez fort. Les Français se plaignent tout le temps, et ainsi les Camerounais. Alors, voyager en Afrique déjà, ça permet de décomplexer. C'est-à-dire quand tu pars à Abidjan ou tu pars même dans d'autres pays africains et tu te rends compte que en fait on n'est pas dernier de la classe. Hein. Tu te rends compte que même en Europe, tu peux arriver dans un restaurant, tu demandes un truc, on oublie aussi. C'est bon, tu décomplexifies le fait que attention, l'image n'est pas si noire que ça.
on peut l'améliorer. On peut améliorer notre image, tout ça. Donc, ça te permet aussi de voir des choses que tu peux importer au Cameroun, autant dans le domaine des loisirs que dans le domaine de l'industrie. Donc, l'industrie, tu peux voir, j'ai envie de dire quelque chose de bête, la purée de carottes en Europe ou dans un autre pays, tu décides de lancer la purée de carottes ici au Cameroun, et puis tu deviens leader de la carotte, par exemple. Tu peux aller dans des pays qui sont très connus pour la menuiserie, tu vois les séchoirs à bois, et puis on n'a pas de séchoir à bois au Cameroun, ça peut te faire de l'argent rapidement. Maintenant, il faut pouvoir importer tout ou le produire localement. Donc, ça te donne des idées d'affaires. Ouais. Ou des idées de développement, des idées de quelque chose qu'il y a à faire. Le développement, c'est pas seulement la brique. Je veux dire, c'est pas seulement le dur, c'est également les industries, tout cela. Donc ça, c'est comme ça que ça. Alors la question, c'était comment ça a impacté ma vie et ma façon de travailler. Ouais. Ma façon de travailler aussi a été impactée dans le sens où, effectivement, moi j'ai un passé de consultant, où j'ai pu être consultant en Europe et où les horaires sont à rallonge. C'est-à-dire que quand tu as travaillé de 8h à minuit et tu repars à 8h, minuit, et tu vois que tout le monde fait ça dans l'entreprise, c'est pas que c'est seulement le DG qui fait ça ou c'est tout le monde qui travaille comme ça. Je n'encourage pas à trop travailler parce que tu vas faire un burn-out. Mais ça t'aide aussi à prendre les choses avec plus de professionnalisme. C'est-à-dire, au Cameroun, on connaît tous les gens tout le monde a un projet, tout le monde a un business. Voilà, je fais mon truc de vente. Non. C'est-à-dire, dans d'autres pays, là, quand tu as ton projet, tu as ton plan, tu t'y attelles, ça te professionnalise, tu ouvres ton entreprise, tu payes tes impôts. Même d'abord, un moment, quand tu payes tes charges, tu vas aller chercher l'argent aussi pour payer tes charges, quoi. Tu n'es pas là seulement à... Je ne crache pas dessus, hein, mais je veux dire, tu as un plan de développement. Tu vois, même au niveau de la carrière pour un employé ou même au niveau du business pour un professionnel. Voilà. Mais ça, c'est magnifique. Maintenant, je vais te demander, est-ce que tu as des destinations, on est sur la fin, que tu rêves de visiter? Alors, je n'ai pas forcément de rêve, mais bien sûr, j'ai des destinations objectifs. Tu vois, le but, c'est de faire tous les continents. Donc, bien sûr, il y a les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord. Je pense que ça va arriver très rapidement. L'Amérique du Sud également, parce qu'il faut découvrir, hein, c'est-à-dire il y a des pays incroyables, le Brésil, l'Argentine, on entend parler de nos stars de foot, ben, allons voir où elles vivent, où elles ont grandi. Alors, l'Asie, pourquoi pas, mais vraiment, pour moi personnellement, ce serait d'abord, dans un premier temps, les deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ouais. C'est quoi les tendances actuelles du secteur du voyage, que ce soit l'aérien, les préférences des voyageurs? Alors, actuel et futur même, c'est-à-dire vers quoi on se tourne en termes de voyage aérien? Alors, on se tourne toujours vers de plus en plus de la vente de produits, dans le sens où, de façon globale, les compagnies aériennes sont en train de se renouveler pour vendre de nombreux produits. Dans les avions déjà, alors ça depuis quelques années, les compagnies vendent des produits en duty free. Donc dans le vol, tu peux payer par carte bancaire, par exemple. Donc, tu es dans l'avion et puis tu as un catalogue pour vendre. Donc c'est pour améliorer le service client. Et puis bon, quand on améliore le service client, on améliore aussi donc les rentrées d'argent. Alors c'est pas pour parler de Royal Air Maroc, mais par exemple dans Royal Air Maroc, le nation branding est tellement présent que quand tu prends un vol Royal Air Maroc, à 48 heures avant, tu peux commander un maillot de l'équipe du Maroc et on te le livre dans l'avion. Ah bon? Voilà, c'est intéressant, hein? C'est très fort. Et puis on a des compagnies comme Egyptair ou également même Ethiopian Airlines qui commencent à vendre des packages avec des hôtels. C'est la compagnie aérienne même qui vend le package. C'est-à-dire que Ethiopian Airlines te vend un tour de l'Éthiopie en un seul package. Ok. On a Egyptair qui fait la même chose. Alors, parfois, c'est pas forcément le plus avantageux, mais ça permet également d'amener des gens qui ne feraient pas confiance à quelqu'un d'autre. Ouais.
Et je veux dire, si on vient au Cameroun, de toute façon, quand on va un package comme ça, on s'appuie sur d'autres acteurs. Hein. C'est pas la compagnie elle-même qui a fait le package. Mais j'ai envie de dire, si Camerco marchait très très bien et avait des vols internationaux, mais alors, un Américain qui vient au Cameroun, il ne connaît pas les entreprises camerounaises et tout. Camerco peut utiliser de son image pour faire un partenariat peut-être même avec Discova et vendre un package Camerco. Discova va gérer. On espère que Camerco va écouter. Oui, bon, on espère le meilleur pour Camerco et puis de la régularité, des meilleurs tarifs et pourquoi pas donc meilleur développement. Hein. Et d'ailleurs, même pour toutes les compagnies, les cabin crew, ils font souvent 2 jours d'escale au pays. Bah, on peut faire un tour rapide dans le sud, à Ibogo. Voilà, bon. Ça, c'est le message à toutes les compagnies. Hein, voilà. Ouais. Donc, oui, on retient que c'est vers ça qu'on se tourne en termes de... C'est la vente de produits globalisés. Les passagers aiment ça. Ils aiment beaucoup ça de plus en plus. Alors, c'est vrai que nous, ce n'est pas notre spécialité de vendre des packages. Et quand on en vend, on s'appuie localement sur des agences de voyage locales. Donc, notre spécialité, c'est vraiment c'est de l'expertise en billetterie aérienne. Maintenant, on ne s'interdit rien et c'est pas dit que demain on puisse proposer un package en partenariat avec Discova pour découvrir le Cameroun, par exemple, quoi. Rien n'est interdit. Tout est à faire. Et tout sera fait. Tout est à faire, mais tout sera fait. On retient que tout est à faire et tout sera fait. Voilà. Je crois qu'on est arrivé à la fin de ce très bel et riche échange. Je pense que moi, y compris, avec nos téléspectateurs, on a beaucoup appris. Donc, merci d'être passé. Merci pour tes précieux conseils. Je t'en prie. Ben, merci de l'accueil. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec Discova. Absolument. Puis, un vieux partenariat déjà. Parler voyage, ça fait très longtemps que c'est vrai qu'on travaille ensemble. D'accord. Donc, j'invite de ce fait aussi tous ceux qui nous suivent à aller vers l'agence française de voyage, ceux qui sont à Yaoundé, c'est ça, pour faire leur réservation de billets. Voilà, que ce soit national ou international. Voilà, je te laisse parler. Voilà, donc que ce soit national ou international. Et puis n'hésitez pas à nous contacter via nos plateformes, nos numéros, on est présent également sur les réseaux. Donc si vous avez un projet de voyage, si vous avez même juste des questions auxquelles vous souhaitez des réponses, nous prendrons un super plaisir à vous répondre et à vous conseiller de la meilleure façon possible. Voilà. Merci encore d'avoir été présent aujourd'hui parmi nous. Je vous invite à vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne et à laisser un like sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Et on se dit à très bientôt. Voilà. Et activez la cloche sur YouTube. Là. Activez la cloche. Voilà. Bye bye.